J'ai fait une overdose médicamenteuse parce que de par tout ce que je vivais, que je vais pas étaler ici, il y a un moment dans la vie où je voulais plus être là. Ok. Et c'est la première fois que je le dis de cette manière-là, mais je pense que des fois il faut savoir dire les choses parce que ça peut aider d'autres personnes. Et donc cette période-là, c'est mon bac c'est 18 ans, ensuite c'est 19 ans le DUT, et à ce moment-là, je suis au bout de ma vie, tu vois. C'est à ce moment-là que je fais l'overdose médicamenteuse, donc j'ai failli mourir. Oyez la popu, bienvenue sur Artisans de l'Esprit, le podcast qui met en avant les personnes de banlieue qui font tout pour s'accomplir. Comprendre leur état d'esprit à travers leur parcours. Ici, tu trouveras des invités sincères, authentiques et sans langue de bois. N'écoute pas les conseils des gens. Écoute leur histoire. C'est maintenant sur Artisans de l'Esprit. C'est sûrement un des échanges qui m'a le plus aidé, je pense. Le jour où je reçois JN, je suis pas dans le meilleur des moods. Et pourtant, son parcours et notre discussion off m'aident à mieux me comprendre et à comprendre l'environnement qui m'entoure. JN est actuellement dans un état de santé compliqué. Une grosse pensée pour toi dans cette épreuve, tu as mon soutien. Je dédie cet épisode à toutes les personnes qui ont décidé de briser des cycles générationnels, de casser les schémas et modes de vie qui les emprisonnent. Force à vous. Pour terminer, je dédie à toi aussi cet épisode si tu l'écoutes. Tu te reconnaîtras. Que la paix soit sur vous. Bienvenue pour la saison 2. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir parce qu'en fait ça fait un moment que je veux te recevoir. Mais comme tu l'as dit hors antenne, il y a des timings. Oui. Et moi je joue vraiment beaucoup sur le feeling. Ouais. Et là je le sentais en fait. Je sentais que c'était le moment. Me demande pas pourquoi. C'est quelque chose que je peux pas définir en soi, mais je suis très content de te recevoir en tout cas. C'est gentil, merci à toi de l'invitation. C'est vrai que j'étais très étonnée quand tu m'as envoyé le message en mode salut, tu veux venir dans mon podcast? J'étais en mode c'est marrant, on se connaît depuis des années, il me demande maintenant. Et comme je te disais hors antenne, encore une fois, j'ai pas écouté encore certains de tes podcasts pour pas m'imprégner du truc, mais je sens que c'est le moment en fait de chambouler des choses chez moi, et que c'est comme si tu l'avais ressenti et que t'étais en mode vas-y viens, on va en parler à l'antenne, tu vois. Let's go parce que je pense que ça va être intéressant. Super. Alors j'ai une première question. Ouais. La question, c'est la question fatidique de comment va ton cœur? Comment va mon cœur? Tu sais, moi je suis toujours dans une forme de dualité dans ma vie, et j'ai envie de te dire, on dirait qu'il y a en même temps deux choses qui se jouent. Je dirais que il bat et il se bat en même temps. Ok. Voilà. Ça répond à ta question. Il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, tu vois. En réalité, c'est ce qui est propre à toi. Ce que j'aime bien, c'est que t'as pris le temps déjà de répondre. Ouais. Tu vois. Et je crois que t'es la seule personne qui m'a parlé à la fois du côté anatomique, parce que souvent c'est les hommes qui parlent du côté anatomique du cœur, et puis à la fois aussi du côté un peu plus profond et du fait de savoir l'écouter, savoir où il va, tu vois. Ouais. Je pense qu'il bat, ça c'est le côté anatomique, et il est là. Je suis vivante en fait. Ouais. J'ai beaucoup de gratitude. On oublie en fait que nos organes, en fait, ils fonctionnent sans même qu'on y pense, tu vois. Donc il est là, il bat, et en même temps émotionnellement il se bat, tu vois. Des fois il a mal, des fois il est heureux, des fois il est triste, des fois donc il vit par lui-même. Voilà. Top. Deuxième question pour toi. Est-ce que tu peux m'en raconter ton enfance, mais à travers ton quartier? Wow. Mon enfance, c'est quel âge pour toi? C'est la première image de JN qui te vient à l'esprit. Ok. La première image, c'est, on va dire, la maternelle. Donc moi, j'ai grandi à Duny, D-U-G-N-Y, à côté du Bourget. Il y a deux parties dans Duny. Il y a celle qui est de l'autre côté de l'aéroport vers le Blanc-Ménil. Il y a celle qui est partie côté Garges. Et j'ai une petite sœur, donc j'ai grandi avec mes parents. Et ce qui me vient tout de suite, c'est la différence. Okay. Souvent seule, souvent à l'écart, dans la cour, souvent à jouer à des jeux différents. Tu vois, tu l'as dit au début, t'es la première qui, tu vois. Et souvent on me dit toujours ça, t'es la première qui, tu vois. Et c'est cette image-là que je vois, un peu de solitude, beaucoup de solitude et de différence. Et honnêtement, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours pas compris
Je sais à peu près pourquoi je suis différente. Mais c'est encore un travail. Je vais avoir 38 ans pour info, tu vois. Donc, c'est 35 ans de réflexion, tu vois. Et par rapport à ça, à ce moment-là, t'es quand même un enfant. Donc, surtout en maternelle, on absorbe beaucoup d'informations, même inconsciemment, que ce soit auprès des enfants, mais aussi auprès des adultes. Ouais. Toi, tu te sens déjà différente. Oui. Dans quel état d'esprit ça te met? Je suis un peu triste. J'ai l'impression d'avoir une enfance un peu questionneuse, un peu triste, tu vois. Je vois pas une enfance joyeuse. Beaucoup de questions. Pourquoi si c'est comme ça? Pourquoi ça ressemble à ça? Pourquoi ça s'appelle comme ça? Bon, ça, c'est tous les enfants, hein. Ouais. Mais, de l'interrogation chez mes parents de pourquoi tu poses ces questions? Donc, je me dis, c'est que je dois poser des questions qui sont différentes d'autres enfants, tu vois. Donc, et jusqu'à maintenant, je suis psy pour info. Ouais. Je pose toujours des questions un peu profondes. Et ça, je le sens depuis que je suis enfant. Et en fait, notre famille à nous est différente de celle du quartier. Mon père travaille, ma mère travaille. Les deux ont des diplômes. Mon père a un BTS, ma mère fait un CAP et un BEP. Elle a le permis avant mon père, qui lui achète une voiture avant lui. On a 2 voitures, donc et on a de l'argent entre guillemets. À l'époque, c'est beaucoup pour un quartier à l'époque, tu vois. On n'a pas de problème financier, contrairement à tous mes amis. Mais pour autant, je les vois pas, tu vois, parce que ça a été toujours ils étaient toujours à la recherche de construire en Tunisie, de pas manquer, tu vois, cette peur de manquer. Et donc chacun était en train de courir derrière pas sa carrière, je dirais, parce que c'est pas il a été ouvrier technicien et elle était dans la restauration. Mais c'est plus comment on fait pour pas être comme les autres, et eux-mêmes étaient différents des autres, tu vois. Mais malgré ça, mon père faisait les courriers de tous les papas dans le quartier, ma mère faisait la couture pour toutes les mamans du quartier. Okay. Donc il y avait quelque chose de cet ordre-là, on était différents, et même mes amis me disaient, en grandissant en primaire au collège, mes parents ils sont toujours en train de dire regarde les filles de Fatma Younes, regarde les filles de regarde cette famille en fait. On était un peu regardés à la fois avec envie et à la fois avec je sais pas, j'allais dire pas haine, c'est pas à ce point-là, mais plus en mode de pourquoi nous on n'y arrive pas, tu vois. Donc on était un peu à l'écart. Moi j'étais un peu à l'écart. Quoi qu'il arrive. C'est de la comparaison, et comme ma sœur et moi on était forcés d'être les premières tout le temps. Bah c'était tout le temps, on était toujours un peu à l'écart et jamais invités dans les mariages, dans les anniversaires. Ah oui. Ouais, on était toujours un peu. Ma mère c'était celle qui travaillait, les autres femmes du quartier travaillaient pas, donc il fallait pas trop qu'elles se mélangent avec elle parce que sinon elles auraient envie de travailler. Ah ouais. Tu vois, d'accord. elles auraient envie de s'émanciper, donc automatiquement vous êtes mis sur un piédestal qui fait que ça conditionne tout l'environnement familial en fait. Bah en fait on en a pas vraiment parce que on est les seuls en France, donc on est 4 en France. Et en plus, moi déjà je me sens différente. Et en plus, nous, en tant que famille, cellule familiale, on est à l'écart. Et donc du coup, je grandis un peu seule comme ça. Et je sais pas, c'est très bizarre, tu vois. Et pour autant, j'ai des parents qui sont éduqués. J'ai des parents qui me poussent. J'ai des parents qui veulent qu'on soit la meilleure. Je ne manque de rien. On mange, on s'habille, on va en Tunisie, on a tout ce qu'il faut, tu vois. Mais c'est comme s'il manquait quelque chose de sociétal et de social. Et même à la maison, tu vois, d'équilibre entre mes parents, tu vois. Donc il y a un déséquilibre total dans ma vie qu'on pourrait à la fois dire, bah c'est génial tout ce qu'elle a eu. Genre, j'ai beaucoup de gratitude. Et en même temps, des fois tu te dis j'aurais préféré avoir moins d'argent et plus avoir mes parents près de moi et être moins mise à l'écart par les autres enfants et familles. Ok, je vois. Et donc ça te construit. Comment ça se passe quelques années plus tard quand t'arrives, je sais pas, collège, lycée ou fac? Fac c'est encore différent, mais avant ça peut-être collège, lycée. Je sais pas si d'autres personnes t'ont parlé de ces sujets, mais moi je vais y aller franco. Moi, quand je deviens une femme, c'est le plus gros problème de ma vie. Okay. Donc collège, 5e, mon père et ma mère paniquent d'un coup. Tu sais, c'est très culturel de ce truc de c'est une femme, ça veut dire qu'elle peut tomber enceinte, ça veut dire qu'elle est en train de se former, ça veut dire que tu sais, ils sont en tant que psy, on dit toujours que nos parents sont restés à l'année à laquelle ils sont arrivés en France dans leur tête. Ah. Donc eux c'est 78, 79 et donc ils nous éduquent comme si on était encore dans les montagnes tunisiennes alors qu'en fait en Tunisie ça avance. Et nous, ici, on est en retard presque, tu vois. Ouais, je vois. Et donc, il y a un truc de je veux plus que tu parles avec les mecs à l'école, je veux plus que tu parles avec tes voisins, je veux plus que... Enfin, tu vois, tu deviens un peu ce bijou un peu... Ouais. Donc, je me construis
avec beaucoup de peur. Peur que qu'on vienne me parler dans la rue, peur qu'un de mes voisins me dise bonjour, peur que, tu vois, ce truc de, tu es une fille, tu ne parles plus aux hommes parce que tu peux être une femme et on sait jamais ce qui peut se passer. Tu vois? Et ça te questionne beaucoup sur ta féminité, ça te questionne beaucoup sur, je commence à changer de vêtements. Tu vois, je suis moins féminine, je commence à être en survêt de basket. Ok. Et donc, je commence à avoir peur de la jante masculine, alors qu'il n'y a pas de raison, tu vois. Mais du coup, je deviens moi-même un mec, tu vois. Ok. Donc, je me masculinise beaucoup. Et il y a une chose aussi qui se passe, c'est que à la fois, je dois être la première, je dois être la meilleure. Mais en même temps, en étant la meilleure, tu te fais agresser à l'école. J'ai pas de frère, moi. Ouais. Donc, je dois être la meilleure à l'école, mais en même temps, je dois être aussi l'insolente et la bosseuse un peu travailleuse. Non, mais c'est les deux. Je dois être la bosseuse travailleuse parce que sinon, je me fais défoncer à la maison. Et je dois être l'insolente dans la classe et celle qui emmerde tout le monde et qui se bat dans la cour parce que sinon, je me fais défoncer à l'école. Et donc, du coup, je suis pratiquement toujours la première avec cette conduite. Ok. Tu vois? C'est la première insolente. Ok. Et donc, il y a un truc qui est trop bizarre où j'essaie de me protéger des deux côtés. Donc, je grandis comme ça, très masculine, insolente, mais toujours première. Et différente. Et du mal à m'intégrer comme ça au groupe de filles. Mais pour autant, elles veulent tout mon conseil et mon avis, tu vois. Mais je suis un peu leur pote mec. Tu vois, c'est bizarre. Tu vois, je suis pas un danger pour elles, je suis pas une menace. Mais il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe qui est toute ma vie est paradoxe, hein, parce que je te parlais de dualité au départ, tu vois. Et donc c'est là où je construis, je pense, mon énergie masculine pour que mes parents aient moins peur et pour que moi je puisse me protéger puisque j'ai pas de frère et qu'on grandit quand même dans un quartier où tu vois il y a ce truc un peu de t'as pas de frère, à tout moment il peut t'arriver un truc, tu vois. Ouais. Voilà un peu comment je grandis. Donc l'école il y a pas vraiment de sujet côté notes, on va dire, mais toujours un problème social et sociétal de relations humaines qui est difficile et de relations parentales qui est difficile. Ok. Encore une fois, là, tu grandis avec pas mal d'informations autour de toi que tu veux interpréter et peut-être même pour te protéger quelque part, si je comprends bien. Oui. Et arrive le moment où tu as le bac. Oui. Je sais que c'est un moment très particulier. Oui. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Ça se voit que tu as écouté mes autres podcasts. Malheureusement, l'année du bac, c'est l'année du divorce de mes parents. Je sais pas pourquoi ma mère décide cette année-là de demander le divorce et donc c'est vraiment mon année de terminale et c'est compliqué parce que à ce moment-là on me demande de choisir, enfin pas de choisir mais de parler de faits qui seraient arrivés entre mon père et ma mère et moi j'ai pas toute la big picture, tu vois, je suis pas en retrait à ce moment-là et je vois ce qui s'est passé ce jour-là qui a emmené ma mère à demander le divorce mais j'ai pas toutes les informations. Okay. Et donc je prends la défense de ma mère sans savoir ce qui s'était passé vraiment parce que on me demande très clairement de dire ce que j'ai vu. Ouais. Sauf que j'ai pas les autres infos. Et c'est quelque chose que ma mère et mon père me reprocheront toute ma vie parce que j'avais pas toutes les infos et même ma mère a regretté ce qu'elle a fait en fait finalement, tu vois. Et c'est l'année du bac. Donc l'année du bac, t'es convoqué, les flics, les juges, les machins, les trucs. Et en fait, il s'avère que à ce moment-là, mon père du coup n'obtient pas gain de cause. Alors qu'il aurait dû obtenir plus que ce qu'il a eu. Donc je dois dealer avec la séparation de mes parents. Et moi qui n'ai jamais voulu faire un bac S, qui voulait faire... tu sais, c'est marrant ce que je vais te dire, mais moi je voulais faire STT. Tu vois, les gens veulent aller en S. Et moi je savais que je voulais faire de la gestion, je voulais faire de l'entrepreneuriat, tout ça. Donc je voulais aller en STT pour comprendre la gestion. Mais mon père voulait que je sois cardiologue. Okay. Donc je vais vers un bac que je ne veux pas. Donc je force un peu. Mon père était excellent en maths, tu vois. Avec la séparation de mes parents et dans un lycée où il y a énormément de violence. Je suis à la Courneuve et moi je viens de Duny. Donc tu sais, c'est cette guéguerre entre les villes que je subis puisque les mecs entre la Courneuve et Duny sont en guerre. Bah je suis une meuf de Duny. Donc du coup, je me retrouve des fois dans des batailles ou dans des cassages de bouteilles de verre pour s'embrouiller et tout en sortant du lycée alors que parce que je viens de ce quartier-là. Et à un moment donné, je vais plus à l'école, je vais plus au lycée. Et en fait, mes profs savent que mes parents sont en train de divorcer et me foutent un peu la paix. Et à ce moment-là, on a la moitié des profs qui viennent plus. Enfin. Ah oui, d'accord. Tu vois. Et il y a un problème cette année-là. Cette année-là, il y a le problème de l'épreuve de maths où ils se sont trompés. Ils nous ont mis une épreuve de prépa. Ah oui. Donc il y a une manifestation qui se passe puisque moi, avec la note que j'avais, je n'avais pas le bac. Tu vois. Donc je vais pas à l'école, j'ai pas les cours.
je rattrape à la dernière minute, je passe au rattrapage, je suis pas censée avoir le bac. Il y a une manifestation dans la rue. On demande à refaire l'épreuve de maths. Et en fait, je sais plus ce qui s'est passé à l'époque parce que c'était quand même il y a 20 ans, mon Dieu. ça me rajeunit pas. Et en fait, on nous fait repasser une épreuve et on nous met un coef un peu plus gros sur d'autres épreuves. Enfin, en gros, j'ai le bac. Ok. Parce qu'ils ont fait une erreur. Et sinon, en fait, avec ces problématiques familiales, je ne l'avais pas. Et mon père est au pays à ce moment-là avec ma sœur. Et ma mère j'ai toujours eu beaucoup de difficultés relationnelles avec elle et contente parce qu'elle dit j'ai eu le bac. Ouais. Tu vois, elle dit j'ai eu le bac et je me dis tiens, pour une fois j'ai fait un truc bien. Ouais, je vois très tu bien. vois. Et en fait, c'est marrant parce qu'on se prend la tête pour le bac et aujourd'hui personne ne vérifie si on a le bac déjà. Ouais, grave. Et c'est un truc en fait, une fois que tu l'as, tu t'en rappelles plus jamais. Bon, C'est ça vrai. te permet de faire autre chose Oui. après. Ça reste un tremplin, mais Ça reste un tremplin et ça m'a permis d'aller à la fac, très clairement. Mais en vrai, moi qui suis entrepreneur aujourd'hui, oui, je suis d'accord. il me sert à rien, tu vois. Ça me fait rire parce que ça me rappelle une anecdote quand moi j'ai eu mon bac. Donc j'étais au lycée et tout, je suis parti voir je suis parti voir les résultats et tout. C'est pas, je vois mon père derrière qui arrive de nulle part pour voir si j'ai eu le bac, alors que j'étais même pas au courant qu'il allait venir. Tu sais, il est venu en mode sous-marin et tout. Elle m'a fait pareil. C'est vrai? Je me suis retournée, elle était derrière moi au lycée Paul-Éluard à Saint-Denis. Débat. Et elle a crié, j'ai eu le bac, tu vois. Ah, débat. Et je pense que c'est moi qui ai du mal à la rendre fière. C'était un moment qui était important pour moi. Mais j'ai vraiment trimé cette année-là. Ok, super. C'est aussi un moment important parce que je me souviens que tu dis que au même moment, t'as envie de aller voir un psy, mais ça coûte cher. Et du coup, tu t'orientes vers. T'as eu aussi un accident de voiture. Ouais. Donc les épreuves continuent en fait. Tu vois, pendant toute ta jeunesse, t'es là. C'est comme si la vie t'envoyait des signaux, des rappels, mais tu sais pas les interpréter. Donc qu'est-ce qui se passe? Effectivement, après le bac, je m'oriente vers un DUT GEA, mais c'est pas moi qui choisis encore une fois. Moi, je veux faire psycho. Moi, j'ai vu mes parents galérer avec les RH, avec leurs recruteurs et responsables RH dans leur boulot tout le temps, et vivre la discrimination, le sexisme, la domination. Et je comprends que si j'ai envie d'aider ces gens-là, j'ai besoin d'être psychologue du travail. Okay. Pour être présente dans les entreprises et pouvoir récupérer ces gens-là quand ils, tu vois, c'est un peu comme ça que je réfléchis. Avant ça, je voulais être colonel, journaliste, gynécologue obstétricienne pour faire accoucher les femmes et juge pour enfants. Donc tu vois l'évolution de, tu vois, je veux me défendre et puis en fait je veux documenter et puis en fait j'ai envie de donner la vie et non en fait j'ai envie de défendre des enfants. Donc c'est l'évolution de ma vie en fait. Mais il y a un truc que je remarque, c'est que c'est tous les métiers que t'as choisis, c'est jamais pour toi en fait. C'est toujours pour les autres. Ouais. Mais en vrai, je pense qu'un métier c'est pour les autres. Enfin, pour moi le travail est fait pour aider les autres. Tu vois, j'imagine ça comme ça et l'entrepreneuriat c'est le premier métier pour les autres, tu vois. Et en fait, je choisis quelque chose en fonction de l'environnement qui est autour de moi et de la situation, tu vois. Et là, à ce moment-là, je veux faire psycho et mes parents me disent c'est une voie de garage. Tu vas finir, les gens me disaient, soit tu vas finir en EHPAD avec les fous, avec les vieux, soit tu vas devenir folle, soit tu vas finir au Pôle emploi au chômage, ou à la rigueur, peut-être qu'on sert Pôle emploi, tu vois. Et donc j'y vais pas, je vais faire le DUT GEA, et en fait, la première année, ça se passe super mal pour moi à la fac. Et je travaille à Carrefour à côté pour payer mes études. Et je fais un accident de voiture très grave où j'ai le crâne qui est complètement ouvert, où je rentre dans l'aéroport du Bourget à cause d'une voiture qui me rentre dedans, qui m'envoie dans le mur de l'aéroport du Bourget. Et ce soir-là, je pense mourir. Tu vois, je perds conscience, je vais à l'hôpital, etc. Et en fait, c'est grâce à cet accident-là que mes parents me disent, t'as failli mourir, donc si tu as envie de faire un truc, fais-le. Tu vois, c'est cet accident qui fait que ils me laissent le choix de faire psycho. Et donc, j'arrête le DUT, je continue de bosser à Carrefour. Et j'ai un épisode très grave dans ma famille, notamment avec ma mère, qui fait que je me retrouve à la rue, très clairement. Je me retrouve à la rue, je vis en foyer au Sonacotra un temps. Et ensuite je fais une demande de foyer étudiant et d'intégration à la fac en psycho. Et ce qui se passe, cet événement-là, qui du coup est retracé et si tu veux, rendu public,
je l'ai écrit, je fais une lettre, tu vois, avec des documents et tout à la fac. Et normalement, quand t'as eu le bac 1 an avant, ils te reprennent pas à la fac. Tu galères. Ouais. Et moi, en fait, il s'avère que la directrice du département de psycho interculturel, en plus, à la fac de Paris 13, est une Algérienne, maman, qui a à peu près l'âge de ma mère, et qui, du coup, m'écrit pour me dire, OK, je te prends. Parce que elle est psycho interculturelle, qu'elle a compris l'enjeu dans ma vie et que, en fait, c'est maintenant pour moi, si on veut me sauver. Et c'est grâce à ça que j'ai un logement étudiant et que j'arrive à survivre, tu vois. Et entre-temps, j'en ai jamais parlé dans aucun podcast. J'ai fait une overdose médicamenteuse parce que de par tout ce que je vivais, que je vais pas étaler ici, il y a un moment dans la vie où je voulais plus être là. Okay. Et c'est la première fois que je le dis de cette manière-là, mais je pense que des fois il faut savoir dire les choses parce que ça peut aider d'autres personnes. Et donc cette période-là, c'est mon bac c'est 18 ans, ensuite c'est 19 ans le DUT, et à ce moment-là, je suis au bout de ma vie, tu vois. C'est à ce moment-là que je fais l'overdose médicamenteuse, donc j'ai failli mourir, très clairement. Heureusement que j'ai tout vomi, j'ai eu les médecins, etc. Je sais même pas comment ça se fait, tu vois, entre les somnifères et les anxiolytiques que j'ai avalés par boîte. Et donc juste après, donc je suis à la rue, et donc juste après, je fais l'accident de voiture. Je sais plus si c'est avant ou après, mais tout est la même année. Ouais. Je rentre en psycho, et donc de par ça, elle se dit c'est maintenant ou jamais, on va la sauver, tu vois. Et moi, je veux pas aller voir j'ai pas l'intention d'aller voir un psy quand je fais psycho. Je me dis, plutôt que d'aller voir un psy, je vais faire 50 psychos. Comme ça, je vais à la fois me guérir et comprendre pourquoi j'ai l'impression d'être dans un bordel. Je dis toujours dans le sac à main d'une femme. Ouais. Être un mouchoir sale dans le sac à main d'une femme. Je veux comprendre pourquoi il y a autant de bordel autour de moi, pourquoi j'ai mérité ça, qu'est-ce qui se passe, de quoi je suis responsable. Et en même temps, je me dis, si tu vas voir un psy, tu vas guérir pour toi, mais tu pourras pas t'en servir pour les autres. Et moi, toute ma vie, c'est l'optimisation. Comment je fais toujours du 2 en 1. Alors, est-ce que ça, c'est pas un truc propre à nous, issus de jeunes, issus de fils d'immigrés, tu vois? Ouais. Parce que il y a d'un côté les gens qui se sentent carottés et de l'autre côté les gens qui veulent optimiser. Et j'ai l'impression que c'est un peu des deux, tu vois? C'est ça qui est ouf, c'est que on a tendance à se dire, il faut qu'on optimise à chaque fois, qu'on profite, qu'on rentabilise. Mais des fois, t'as juste besoin, si t'as les moyens, bien entendu, d'aller voir un psy. T'as pas besoin de faire 5 ans d'études. Bon, là, le contexte est différent. Mais c'est très propre à nous, c'est incroyable. Je me retiens de rire. Tu sais à quoi je pense quand tu me parles de ça? Dis-moi. Je pense aux boîtes de cartes d'or, de glace, qu'on mange et qu'ensuite elles mettent du persil dedans. Ah oui. Je pense aux boîtes de couture, les boîtes de biscuits qui deviennent des boîtes de couture. Je pense aux sacs plastiques, tu sais, les plastiques qu'il y a dans la mer. Ça peut pas être nous, hein. C'est parce que les sacs dans les sacs. Ça, je pense à l'aluminium qui est réutilisé 10 fois. Je pense aux sacs plastiques de congélation qui sont nettoyés et réutilisés. On a grandi là-dedans. Ouais. On a grandi. Et pourtant, nous, on n'avait pas de problème, hein. Mon père, il achetait que de la marque quand il faisait les courses. On a grandi dans ce truc on risque de manquer, donc il faut tout optimiser. Ouais. Donc tu vas faire ça, il faut que tu fasses ça en même temps. Tu vois. Et donc là, c'était pareil. Comment j'optimise ce que je suis en train de faire? Je vais faire 50 psychos. Je me fais ma propre thérapie. Et comme ça, j'aide les autres derrière, j'en fais ma thune et mon travail, tu vois. Et c'est comme ça que ça commence, en fait. Je fais psycho comme ça. Je fais de la clinique. J'arrive en hôpital à Stein. Je vois des gens mourir en chimio. Ouais. Je dis plus jamais. Et là, je me dis, mais en fait, psycho du travail, c'est sociaux, tu vois. Et là, je me rends compte d'une chose très importante pour moi qui ne me quittera plus. On n'est jamais soi avec soi-même dans sa tête. C'est-à-dire que quand tu fais de la clinique, t'as quelqu'un en face de toi et donc t'as l'impression que ça se passe dans sa tête. La boulimie, les problèmes de suicide, les problèmes d'acné. En fait, non. On est toujours soit le père, la mère, la sœur, le voisin, l'enfant. On est toujours la personne de quelqu'un d'autre. On a des casquettes, tu veux dire? En fait, ton identité, elle n'est pas constituée que de toi. Oui. Tu es le fils, le frère, le voisin, l'ami, le collègue de quelqu'un. Et chaque chose que tu vis est en lien avec la relation que tu as avec quelqu'un. Oui. Donc quand tu vas voir un psy, c'est jamais toi avec toi-même. C'est toujours mais ma mère, mon père, mon voisin, mon collègue, Et donc on est dans un système, une interaction qui fait que pour moi, la socio est plus importante que la clinique. Tu vois? Et donc je me suis dit, en comprenant, tu vois, l'enfer c'est les autres. Les autres sont notre miroir. En comprenant le lien qu'on a dans cette vie socialement, c'est là où on comprend ce qui se passe à l'intérieur de nous. Tu vois, et pas l'inverse pour moi. Donc j'ai dit stop la clinique, ok le social, psycho du travail, 2 masters, psycho du travail et psychosociaux, major de promo dans les 2.
en allant bien évidemment en cours une fois tous les 15 du mois. Ouais. Et en plus en entreprenant à côté. Première expérience entrepreneuriale. Première expérience entrepreneuriale 2007. Il faut que tu la racontes celle-là. En fait, je me perds à Aubervilliers. Je sais plus où, j'étais en voiture et je me perds à Aubert. Et moi, j'ai tout fait. Hein. Célio, la banque, Carrefour, la boulangerie, le Franprix. J'ai fait le déménagement. J'ai tout fait. J'en avais marre. En fait, je me sentais tout le temps dans une problématique de relations humaines. Tu vois, j'ai toujours ce truc-là, tu vois, c'est difficile pour moi d'être en relation avec les gens. Mon cercle est très restreint. Ok. Et je connais ma part de responsabilité. Je suis très atypique. Et donc, dans le travail, tu peux pas te permettre d'être toi. Et moi, j'ai du... C'est ça qui est dommage aussi. Ouais. Mais pardon, vas-y, je t'ai coupé. Non, il y a pas de problème. C'est dommage, effectivement. Et si tu veux, on en reparle après. Mais moi, j'ai jamais trouvé ma place, sauf peut-être chez Betagouv dernièrement, et je pense qu'on en reparlera. Mais parce que j'étais entourée de ouf comme moi, tu vois. Et donc cet atypisme fait que j'en ai marre de faire des jobs étudiants, mais il faut bien que je mange. Ouais. Et un jour, je me perds à Aubert et je vois les grossistes et je me dis mais c'est là. Tu sais, pour moi c'est la caverne d'Ali Baba, tu vois. Et je m'arrête et je commence à voir qu'en fait je peux acheter en gros. Et en fait à l'époque c'était le début des femmes voilées, les bandeaux, ouais, qui commencent, ça commence, tu vois. Ouais. Ça commence à 19, 20, 21, 22, les femmes commencent à se dire j'ai envie de revenir à tout ça. Et à l'époque c'est plus facile qu'aujourd'hui, hein. C'est ça qui est marrant. Bah parce que ça reste minime. Je sais pas si ça reste minime ou il y avait moins BFM TV et tu vois, il y avait. Ouais, je pense que c'est lié, tu vois. Il y avait moins les réseaux, il y avait moins les trucs alarmistes. Apparemment, il faut citer d'autres chaînes parce que sinon on va dire CNews. Il y avait moins, ouais. Il y avait moins, en tout cas, toutes ces chaînes là qui alertaient. Il y avait moins de trucs alarmistes et puis il y avait moins d'attentats. Il y avait moins de gens qui se proclamaient soi-disant être de notre religion et faire des trucs qui n'ont rien à voir avec notre religion. Tu vois, donc les gens avaient moins peur. Et donc je vois qu'il y a une opportunité. En fait, je me rends compte qu'il y a plein de trucs à Paris, mais que sur le reste de la France, il se passe rien. Il y a pas de boutique à l'époque. Et en ligne, Internet commence. Et donc ce que je fais, c'est que je vais à Montgalais. Pour ceux qui connaissent pas, c'est dans le 12e, je crois. Ouais. Il y a toute la rue là des trucs informatiques et tout. Ouais, des trucs informatiques. Et j'achète un ordinateur, c'est les trucs balèzes là, et une unité centrale qui fait le bruit d'un avion, un Airbus, et un petit appareil photo d'occasion. Et je prends des vêtements et j'achète des mannequins à Roussel, Rouxel ou je sais pas quoi, les trucs, Rétif et Rouxel, tu sais, les magasins de fourniture. Ouais. Et j'en mets un dans ma chambre d'étudiante qui fait 18 mètres carrés. Hein. Ouais. Et je prends du papier à chaussures je sais pas c'est quoi le tissu là du papier à chaussures là qui s'effrite et je le punaise dans le mur pour faire un fond rouge. Ok. Je sais pas pourquoi rouge d'ailleurs. Et je mets mon mannequin et du coup je l'habille et puis j'achète des trucs là chez mon père me prête un peu d'argent. Puis j'achète des trucs, je fais des photos et là je veux vendre sur internet mais à l'époque on sait pas comment faire. Ouais. Et il y a un truc à l'époque qui s'appelait les forums. Et à l'époque le forum c'était Xoit, Xooit. Et tu pouvais créer un forum de discussion. Et moi, j'ai fait un forum de discussion et chaque truc de discussion, c'était un vêtement. C'est un vêtement. Donc, t'avais les voiles, l'autre c'est les bandeaux, et dans le forum, dans chaque truc, je mettais une photo de... Je mettais une photo dans chaque ligne, tu vois. Aujourd'hui, tu prendrais Slack, en fait, et tu ferais, tu vois, un hashtag voile, hashtag ABA, hashtag foulard, hashtag machin, et tu mettrais les photos, et puis les gens, ils likeraient, puis, tu vois, et je leur mettais mon PayPal. Et donc les gens achetaient comme ça et en fait je me suis rendu compte que les nanas me disaient mais en fait on peut pas acheter en ligne, il y a pas de magasin, la seule chose qu'on a c'est le marché. Et moi je commence comme ça en fait à me rendre compte qu'il y a des fournisseurs notamment El Bassira à Couronne qui aujourd'hui est hyper réputée et je deviens une de ses premières acheteuses comme ça. Et c'est comme ça que je fais en fait, tu vois, et je fais tout en mode bricolage. Donc je prends des boîtes en carton, je mets du papier à chaussures, je mets le vêtement dedans, petite carte de visite, Manel Boutique, ça s'appelait mon truc à l'époque. Merci de la part de Manel, alors qu'il m'appelle pas du tout Manel, hein, mais j'avais envie d'appeler ma fille Manel un jour, tu vois. Et en fait, je me rends compte d'une chose, ce qui paye c'est le service client. C'est pas le vêtement parce qu'ils peuvent le trouver ailleurs dans le marché. Donc tu peux vendre plus les jabadors, là, les trucs que tu vendais à 10 balles au marché, moi je les vendais 29 €. Non, ce qui était important, c'est que ça arrivait dans un papier emballé avec une petite carte de visite et que quand elles m'écrivaient, je leur répondais. Et en fait, tout était une question de service client. Tu peux vendre la même chose plus cher si tu es meilleur en service client. C'est là où je découvre l'entrepreneuriat. Et est-ce que c'est à ce moment-là où peut-être t'as pour la première fois confiance en toi? C'est une bonne question.
C'est une bonne question. Et pour autant, je me travestis à travers un nom qui n'est pas le mien. Donc, je suis pas encore sûre de ce que je fais. Mais en fait, j'ai confiance. En fait, c'est marrant, mais moi, je fais une distinction entre moi et mes capacités. Ok. Et donc, j'ai confiance à ce moment-là en mes capacités. D'accord. C'est là où je me dis, t'es un chat. Tu vas à chaque fois tomber et tu vas retomber sur tes pattes. Regarde tout ce qui t'est arrivé. Et à ce moment-là, je m'associe pour ouvrir une boutique à Saint-Denis et on me prend 30 000 €. Ouais. Je me fais avoir par mon associé, tu vois. Et je m'en sors encore. Je recommence avec 0. Et tu vois, et je récupère à chaque fois de l'argent. Et après, il y a l'histoire des tiramisu qui est visible sur LinkedIn, etc. Et c'est là où je me dis, c'est possible de s'en sortir à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose. Je pense que c'est ça que cette expérience m'a dit. Pas moi, la Giane, mon corps, mon état d'esprit, etc. Mais moi, la Giane, mes capacités. Ouais, mais ça, je l'entends. Ok. Maintenant, j'ai appris récemment que j'étais HPE, etc. Tu vois. Ouais. En termes d'émotion, quand personnellement il m'arrive quelque chose de plus ou moins éprouvant, Ouais. tu vois, c'est quelque chose que je ressens de manière très forte, même si je le montre pas, même si pendant des années je l'ai coupé ce truc-là, etc. Aujourd'hui, je réaccepte un petit peu ce truc-là et le fait de rebondir, c'est compliqué quand même. C'est compliqué, ça peut prendre plus ou moins du temps, même si aujourd'hui j'arrive à raccourcir ce temps-là et tout, mais tu vois ce déclic-là qu'il faut pour passer, pour se dire ok, ce qui t'est arrivé c'est différent de qui tu es, etc. Ouais. Il faut y aller quand même. Tu viens de dire quelque chose qui est la clé. Moi, je suis toujours en thérapie. Hein, ça fait 8 ans. Je sors de chez ma psy qui est à 2 rues d'ici. Ouais. La clé qu'elle m'a apprise et que j'essaye d'apprendre à tout le monde, c'est qu'en fait, si on a un rythme plat, on est mort. Tu parlais de mon cœur au début. Et quand je te dis il bat, ça veut dire qu'on a des hauts et des bas. Des hauts et des bas. Et si on n'a pas des hauts et des bas, on vit plus. Ce qui est important, c'est que le rythme cardiaque, il soit plus très très haut et très très bas. S'il est très haut, tu fais de la tachycardie. S'il est très bas, je ne suis pas cardiologue, donc je n'ai pas le terme. Mais il y a un problème. Ouais. Donc, il y a un rythme à garder. Et en fait, ce que j'ai appris en thérapie, c'est de raccourcir. T'as parlé de raccourcir. Ouais. Il faut raccourcir la durée du mal. Tu vois, il faut raccourcir les moments où t'es trop high. Et donc, tu pars dans tous les sens, t'es agité. Et les moments où tu vas trop mal. On en aura toujours. Il y a toujours des moments, tu vois. Et donc, c'est ce qui nous rend vivants aussi. C'est ce que, tu vois, c'est haut, bas, haut, c'est le rythme systolique. Et en fait, si tu raccourcis, moi, avant, je faisais des erreurs, elles duraient 2 ans, puis 1 an, puis 6 mois, puis 3 mois. Maintenant, en 24 heures, il y a des sujets où je sais tout de suite si j'y vais ou pas. Et c'est là, en fait, où tu vas te rendre compte que, tu vois, quand tu dis raccourci, plus tu vas raccourcir, plus tu as confiance en tes capacités. Ouais. Parce qu'en fait, tu sais, il y a un truc qui te dit, tu vois, c'est pas la peine d'avoir peur de te mettre avec cette personne en te disant qu'elle va te tromper. Ce qui est important, c'est que tu te dises, si je me mets avec cette personne et qu'elle me trompe, je saurai m'en remettre vite. Ah. Tu vois le truc? Ouais. C'est pas la peur de, il va m'arriver ça, c'est si ça m'arrive, je sais comment m'en remettre. C'est ça, en fait, la clé. Il nous arrivera toujours des trucs, mais c'est à quel point nous, on crée de la force pour pouvoir raccourcir le délai de down. Et comment tu deals entre ce truc-là et les souvenirs qui te ramènent au passé, qui te font revivre ces trucs-là? Ouais. Les traumatismes, en fait, en soi. Le corps est le premier outil que tu as. Il t'alerte. C'est comme quand tu mets la main sur le feu. Il y a des gens, de loin, ils sentent la chaleur, ils peuvent pas. Tu sais, ils peuvent pas boire d'eau trop chaude, de tisane trop chaude. Et il y a des gens, ils boivent brûlant. Tu vois? Et donc, toi, enfin, on a tous une intensité de sensation où notre corps nous dit, ça, c'est ta limite. Et moi, je pense que, le premier outil qu'on doit avoir, c'est ça. C'est qu'est-ce que je ressens au fond de moi? Tu vois? Est-ce que là, ça réveille quelque chose chez moi ou pas? Pourquoi ça réveille quelque chose chez moi ou pas? Ouais, alors ce pourquoi il faut aller le creuser. Hein. Ouais, tu vois. Donc, tu me demandes comment je fais. Pourquoi ça réveille quelque chose chez moi? Et est-ce que ce que je ressens est un fait ou une émotion? Donc, on a le triptyque pensée, émotion, action. Ouais. Quand tu fais une action, donc si je bloque quelqu'un parce que j'ai plus envie de lui parler, ou si je quitte une pièce, ou si je vais aller manger trop parce que j'ai fait des crises d'hyperphagie avant, c'est une action. Je me dis, c'est quoi l'émotion qu'il y a derrière? Qu'est-ce que je ressens? Donc, je mets un mot dessus. Ok, là, je viens de manger beaucoup parce que j'ai un vide. Je ressens le vide, le manque. C'est le manque de quoi? C'est le manque de la présence de mon père, par exemple. Ok. Et qu'est-ce que tu es en train de te dire? Bah, tu es en train de te dire que tu le reverras jamais.
tu vois. Et est-ce que cette pensée est réelle ou pas? Et donc moi qui suis musulmane, je me dis non. Cette pensée n'est pas réelle, puisque de toute façon tu le vois encore dans tes rêves. Ouais. Et quand tu le vois, tu sais tu sens qu'il va bien, et tu le reverras. Si tu fais les bonnes choses dans cette vie, tu le reverras. Et donc je casse ce truc de action, émotion, pensée, et donc je remonte toujours à mes pensées. Et donc du coup, quand tu ressens dans ton corps qui t'alerte qu'il y a quelque chose de l'ordre du traumatisme qui revient et qui est en train de te figer, il faut que tu te dises, est-ce que c'est un fait, ou est-ce que je suis dans ma tête en train de réfléchir à un truc qui n'est pas vrai, qui me fait agir de cette manière-là? Et en fait, il faut décorréler ce qui se passe de ce qui s'est passé avant. Je sais, je dis ça, on dirait que tout le monde a envie de me dire oui, super, derrière le podcast. Ouais, génial, on a tout compris, mais comment on fait, tu vois? Et ça prend des années. Mais le truc, c'est, il y a une chose que je fais, moi, c'est que je me regarde d'en haut. Ouais. En fait, je me regarde d'en haut et je me regarde, tu vois, et je dis, mais si tu vois, si j'étais en haut et que je me regardais, qu'est-ce que je me dirais? Ou j'attribue ça à quelqu'un d'autre et je me dis, si c'était ta pote, qu'est-ce que tu lui dirais? Ok. Et je sors de moi, en fait, tu vois. J'ai eu une discussion il y a quelques jours avec Rizlen, qui est une amie qui est passée dans ce podcast d'ailleurs. Et elle m'a parlé d'un livre qui s'appelle No Bad Part, pardon. D'accord. On n'a pas de mauvaise partie. Tout à l'heure, je t'ai parlé de casquette, mais c'est un peu ça, tu vois. Et l'idée, c'est de savoir qu'on a tout ça, mais que c'est pas réellement nous, qu'il fallait prendre de la hauteur. Et la deuxième chose, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup et profondément à chaque fois, qui m'aide vraiment à switcher. C'est trouver comment dire? C'est être dans la gratitude. Tout à l'heure, tu parlais de gratitude. C'est être dans la gratitude et voir en quoi ça a été un bénéfice pour moi. Et ça m'aide beaucoup, mais c'est du travail. Par contre, c'est beaucoup de travail. Alors, très intéressant cette histoire d'anglais. Tu lis en anglais ou pas, ou c'est difficile? Les vidéos, je lis, ouais. Mais les livres, j'ai jamais commencé encore. Ok. C'est important quand on veut lire quelque chose qui va nous toucher, d'être dans une langue qui est facile pour nous. C'est pour ça que je le fais pas. Parce qu'en fait, s'il y a quelque chose de l'ordre de la subtilité qu'on ne comprend pas dans notre langue, tu peux le faire, mais ça touchera pas de la même manière. Donc voilà, ça dépend qui est en face de moi pour lui conseiller de lire ou pas en anglais. Quand c'est de l'entrepreneuriat, ça va. Quand c'est quelque chose de plus développement personnel, tu vois, tu vas rester en surface, tu vois. Mais à essayer. Je suis d'accord avec ça. On n'a pas de mauvaise partie, et je pense que tu vois, quand on est bébé, on est tous gentils. Enfin, on est tous, tu vois, on se construit en fait. Et moi, je pense que tous les gens qui font quelque chose de mauvais, d'abord, c'est lié à leur traumatisme. Ils n'ont pas pris de recul. Tu vois, ils ont tous vécu quelque chose, et ça n'excuse rien. Les violeurs, les meurtriers, ça n'excuse rien, tu vois. Mais ça vient de quelque part, tu vois. Et c'est quelque chose qui aurait pu être, qui pour moi n'est pas lié à leur destinée entre guillemets, puisqu'on fait tous des choix même dans notre destinée. On a quand même le libre arbitre, tu vois. Et donc, je pense que chaque partie de nous constitue, qu'on n'a pas de mauvaise partie, que ceux qui ont fait quelque chose, c'est parce que ça venait de quelque part. Et surtout, je pense que chaque personne qui fait du mal à une autre, elle ne le fait jamais contre la personne, elle le fait toujours pour elle-même. Ouais. Tu vois? C'est jamais je fais ça pour lui faire du mal, c'est je fais ça parce que moi j'ai quelque chose derrière, soit d'intérêt, soit de protection, soit de peur, En fait, l'humain est égoïste dans tout. Ouais. Et donc, il en a rien à faire de toi. C'est toujours lui avec lui-même. Et quand on voit ça, on se rend compte que c'est jamais nous en fait. C'est jamais par rapport à nous en fait. Tu vois? C'est que des fois l'humain dans le mal que toi tu vas ressentir, c'est la pire chose qu'il a trouvé à faire peut-être pour se sentir mieux ou C'est ça en fait, c'est si quelqu'un arrête de te parler demain et qui te ghost, bah oui, c'est grave, enfin ça fait mal. Mais en fait, c'est la seule façon qu'il a trouvé de se protéger. Petite parenthèse, c'est pas bien de lâcher des vues les gens. Répondez un peu, tu vois là. Mais tu vois par exemple ça, moi j'ai appris à me dire, parce que moi-même ça m'arrive et après je réponds, j'ai appris à me dire cette personne-là, elle a vu mon message, elle est peut-être TDAH comme moi. Trouble de l'attention et de l'hyperactivité, elle répondra dans 2 semaines. Ou elle a vu le message à un moment où en fait dans sa voiture elle a pas pu répondre. J'essaie toujours de me dire le bon soupçon, tu vois, de me dire il y a quelque chose de son côté à elle ou à lui qui n'a rien à voir avec moi. Et donc quand tu dis ça, j'ai envie de te dire, n'hésitez pas à relancer les gens qui vous ont mis des vues pour leur demander si ce que vous avez dit a dérangé ou est-ce qu'à ce moment-là, ils n'avaient pas vu le message ou, tu vois. Et donc, il faut pas hésiter toujours à ne pas interpréter et dire, excuse-moi, je t'ai envoyé un message, tu m'as mis en vue, peut-être que t'es occupé. Est-ce que t'as le temps de regarder ou, tu vois. Et donc, si on fait ça, on se sent mieux, tu vois. Et là, le deuxième sujet que tu m'as dit, tu parlais des no bad part. Rappelle-moi le deuxième sujet, parce que je viens la gratitude. Je disais il y a pas très longtemps, tout le monde veut plus.
Je veux gagner plus d'argent, je veux une voiture, je veux une maison, je veux un mec, je veux machin. Et en fait, personne s'arrête pour dire j'ai déjà ça. Et puis j'ai commencé à faire une story sur c'était quoi le montant financier dans le monde pour pouvoir être considéré comme riche annuellement. Et le montant, c'est $32,000. Donc tous ceux qui gagnent au-dessus de $32,000 par an sont considérés comme riches, comme les 1% du monde. Parce que tu sais, il y a l'Amazonie, il y a l'Afrique, il y a tous ces pays qui ont pas même la Thaïlande en vrai, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et je disais aux gens, rendez-vous compte que si vous êtes au-dessus de $32,000, vous êtes considérés comme les 1% du monde. Ouais, genre. Et les gens, il y a des gens qui m'ont écrit et j'avais pas continué exprès ma story parce que ça réveille l'effet primitif des gens. Tu vois, le cerveau. Et il y a des gens reptiliens, on appelle ça. Et il y a des gens qui sont venus qui m'ont dit non mais attends, tu vas encore nous lancer cette soupe de contentez-vous de ce que vous avez. Et là j'ai dit pas du tout. En fait, c'était pour vous dire que si vous voulez plus, vous devez d'abord être content de ce que vous avez. Et quand tu te rends compte de ce que t'as, et t'es grateful, t'as de la gratitude, tu dis ah j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, et ensuite tu demandes plus. C'est là où ça va arriver. Mais si tu dis j'ai jamais assez, ça arrive pas. Donc c'est pour ça qu'on prie. Ouais. Merci pour ce que j'ai. Et là, je voudrais ça. Donc, on prie d'abord pour dire merci. Et après, on fait la demande, les invocations. Et on dit merci comme si on l'avait aussi. Comme et si on l'avait déjà. Du coup, j'avais partagé un exercice tu écris je veux et tu mets les trucs que t'as déjà. Donc, par exemple, je veux, demain, je pourrais écrire je veux enregistrer un podcast avec Osama. On l'aura déjà fait. Mais comme mon cerveau l'a déjà fait, il va intégrer que comme je l'ai déjà fait, eh ben, ce que je demande d'autre va être possible. Tu vois? Ouais. Et donc, oui, il faut dire merci comme si on l'avait déjà et pour l'attirer à nous. Tu vois, et c'est pas des trucs de chamanisme ou de trucs liés à l'univers, etc. Même si je crois beaucoup en l'énergie, aux vibrations, je suis croyante avant tout. Moi, je pense que tout ça est lié. Tu vois, il y a pas de déconnexion entre attirer, visualiser et être un ou une bonne croyante. Tu vois. Ouais. Donc oui, la gratitude et surtout, j'essaye toujours d'avoir de la gratitude pour des choses difficiles qui me sont arrivées. Quand je te dis, c'est grâce à mon accident de voiture que j'ai fait psycho, j'ai failli mourir. Ça me permet de voir les choses différemment dans ma vie. On va passer à la phase un peu plus entrepreneuriale. Donc là, t'as eu tes premières expériences entrepreneuriales, tes premiers fails aussi, tes premières émotions, tes premiers échecs, tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, tu te définis comme la psy des solopreneurs perdus et t'as mis en bio aussi, j'ai quitté les services de la première ministre pour mettre des coups de poing et des coups de pied aux solopreneurs. Oui. Déjà, par rapport à la première phrase, pourquoi tu te considères comme la psy des solopreneurs perdus? Alors, il y a un truc qu'on fait en personal branding parce que je suis aussi coach sur ce sujet-là, qui est de tester ce qu'on appelle les taglines. On teste des phrases pour essayer d'expliquer ce qu'on fait et on voit ce qui prend et ce qui prend pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'écris toujours ce qu'on me dit de moi. J'écris pas ce que je pense de moi. C'est des gens qui me disent ah mais pour moi t'es ça. Ah mais pour moi tu vois on m'a dit t'es la doula du business. La doula celle qui fait accoucher. T'es la doula du why. T'es la sage-femme du business. Il y en a une qui m'a dit t'es l'arcrie du business. Ria tu vois. Tu vois. Je prends ce qu'on me dit et j'essaye de l'écrire pour que ce soit clair. Et on m'a dit bah il y a ton côté psy qui est important. Et en fait quand on vient de voir c'est parce qu'on est perdu. Tu vois. Donc du coup, moi, je mêle juste les mots qu'on me donne de moi, et je pense que c'est ça qui est important en marketing. Donc c'est pas moi qui l'invente. D'accord, voilà. Ça marche. J'aimerais que tu me parles. C'est pas si t'es quand même déjà entrepreneur à ce niveau-là, mais je sais que la Thaïlande, je t'ai beaucoup suivi à ce moment-là. Ouais. Je sais que la Thaïlande, ça a été un tournant dans ta vie pour toi. En tout cas, en termes de mindset, d'état d'esprit, de découverte et tout. Incroyable. Je pense que c'est. Alors du coup, je reviens de Thaïlande, j'y étais encore, décembre, janvier, février. Ça va. Et c'est le deuxième chapitre de ma vie qui s'ouvre. C'est ça qui est, enfin le troisième, parce que du coup il y avait déjà le deuxième. Mais la Thaïlande est deux fois. A eu deux fois un changement dans ma vie. Alors dans ce cas-là, est-ce que tu peux faire un court passage très court sur la première et après on va direct sur la deuxième. Eh ben passage très court. 2018, je suis prestataire dans l'État. J'ai pris du poids puisqu'évidemment toute ma vie est autour de ma féminité, l'hyperphagie, ce truc de se protéger, tu vois. On le sait, hein, on prend du poids parce qu'on se protège de l'extérieur. Et à ce moment-là, je me dis bon, j'ai envie d'aller dans un camp quelque part pour m'entraîner, et j'ai toujours dans ma tête depuis que je suis adolescente eu envie d'aller en Thaïlande. Je savais pas pourquoi. Et je découvre le Tiger Muay Thai à Phuket, j'y vais fin 2018 et je rencontre des champions de MMA, du UFC, les mecs que vous voyez aujourd'hui, tu vois, les Peter Yan, les Shevchenko, tous ces gens qui aujourd'hui sont les Shimaev qui à l'époque n'étaient pas reconnus.
toute la clique de Khabib, etc. Et en fait, ces gens me montrent à la fois la discipline, tu vois, que en fait, quand tu veux un truc, tu peux l'avoir. Ouais. Même si tu viens du fin fond de la Tchétchénie. Ouais. Tu vois. Et en même temps, l'ouverture de... Je parle avec, à l'époque, Mayerbek Tessumov, qui est hyper reconnu dans l'UFC, et le mec, je lui dis, tu fais quoi ici? Il me dit, moi, je suis en vacances. Je ne sais même pas qui c'est. Cette humilité d'être capable, enfin, tu vois, de se battre, de réussir, et en même temps, j'ai pas envie de, enfin, moi, je le fais pour moi, je le fais pour ma famille, et je sais, je suis dans la télé, je suis sur scène, mais tu vois, il y a quelque chose. J'en profite pas, je sais pas. Tu vois, il y a un truc comme ça de cette connexion. Ouais. Et en fait, ce qui m'a changé là-bas, c'est deux choses. La première, trois choses même. La première chose, c'est que j'ai été capable de faire 600 € de TJM et donc de faire des mois à 12 000 € en étant prestataire. Et donc, en partant en Thaïlande, j'ai diminué mon temps de travail. Mais ça veut dire que j'avais un salaire qui était plutôt correct pour là-bas. Donc, je faisais 2 jours par semaine. Donc, tu vois, à 600 €, ça fait 1 200, 2004, 4000 et quelques. En auto-entrepreneur, t'es royal en Thaïlande. Donc, je peux faire de l'argent et être en Thaïlande en vacances et en même temps, tu vois. Donc ça, je me dis, c'est possible. En fait, on m'a pas menti. Cette histoire de nomade digital, ça existe. La deuxième chose, c'est je rencontre des gens du monde entier et je ne parle pas un mot d'anglais quand j'arrive là-bas. Commander une salade, j'y arrivais pas. En décembre 2018. Aujourd'hui, je parle normal, tu vois. Donc, je côtoie des gens du monde entier, de religions différentes, de pays différents, et en fait, je me rends compte qu'on connaît rien. Tu vois, c'est comme ceux qui sont derrière BFM, CNews, etc., qui nous jugent. Nous, on voit des Brésiliens, des Américains, on ne les connaît pas, ces gens-là. Les Russes, les Tchétchènes, les Dagestanais, etc. Et donc, je me dis, ok, d'accord, en fait, dans ton trou perdu là-bas, dans le 93, t'as rien compris de la vie. Et la troisième chose, c'est que je vois des gens qui font ce que moi j'ai envie de faire. Qui sont libres, qui voyagent, qui sont indépendants, qui travaillent derrière leur ordinateur, qui sont, tu vois. Et donc, je me dis, c'est ce moment-là où je me dis tout est possible. Et en plus à ce moment-là, je me mets à la boxe, je fais du crossfit, etc. Mon corps change. Et là, je me dis intéressant. Quand t'es en France, t'es plutôt un mec. Tu prends du poids, t'as peur, tu te caches. Tu vois, t'es la cousine, la sœur, la fille. Ouais. Et quand je suis en Thaïlande, ça va en étonner beaucoup ce que je veux dire. Je suis la française. C'est là-bas où je suis française. Hey, French girl. Hey, Paris girl. Et tu vois, j'ai jamais été aussi française que là-bas. Au Maroc, c'est pareil. Enfin, je veux dire, moi, je suis marocain, mais quand je suis là-bas, je suis aussi le français, tu vois. Mais t'es un homme. Ouais. T'es un homme. En Thaïlande, je suis safe. Ah, ouais, je vois. Au Maroc, je suis pas safe. En Tunisie, je suis pas safe. Tu vois? Et donc, je découvre ce que c'est que d'être en sécurité, d'être une femme, de pouvoir, et je suis en scout, je fais de la boxe, je parle avec tout le monde. Personne, ni ne m'agresse, ni ne me prend la tête, ni, tu vois, je suis totalement moi-même et je suis incapable de faire ça en France. Et donc, c'est là-bas où je découvre cette liberté d'esprit, ce mindset, la discipline, etc. Donc ça, c'est le soi-disant court passage des 1 an que je passe là-bas. Et en plus, l'État accepte que je travaille de là-bas parce que je fais bien mon job. Mais j'oublie jamais ce moment-là. Je rentre fin 2019, je me marie en 2020 et je reste. J'ai faim de là-bas, tu vois. Et donc, je passe 2020, 2021 et 2022 en retour en arrière sur ces difficultés que j'ai à me mouvoir en France, tu vois. Et malheureusement, j'ai un mariage qui ne fonctionne pas avec quelqu'un que j'ai rencontré en Thaïlande. Ok. Qui lui me ramène à ça, qui me ramène à mon état de femme et d'objet, de faut te cacher, tu vois. Et où d'ailleurs j'aurais pu comprendre s'il y avait quelque chose de religieux derrière tout ça, mais c'est même pas ça. C'est juste lui qui a pas confiance en lui. D'accord. C'est vraiment parce que moi j'ai aucun problème, tu vois, avec ma religion, etc. Non, c'est c'est complètement déconnecté de la réalité. Tu vas travailler, tu ramènes de l'argent, on fait 50-50. Par contre, tu parles pas avec ton collègue. Mais encore une fois, ça n'a rien de religieux. C'est juste dans sa tête. Il est malade dans sa tête. Vraiment, tu vois. Parce que si c'était religieux, il m'aurait dit bah tu restes à la maison, je vais travailler et puis on a des enfants, etc. Tu vois. C'est plutôt non, lui c'est tu vas chercher ça. Alors que dans l'islam il y a pas de 50-50, tu vois. Donc complètement n'importe quoi. Et donc je me retrouve enfermée dans le confinement en plein Covid avec lui et je vis une des pires périodes de ma vie à ce moment-là. Mais je l'ai rencontré en Thaïlande. Tu vois, donc j'ai peur d'y retourner parce qu'après je divorce et j'ai peur de retourner et je sais que je dois retourner là-bas parce que je dois guérir. Ok. Je dois guérir de quelque chose. D'accord. Parce que c'est resté, tu vois, c'est resté ce truc de je suis partie en 2019, j'ai fait un choix de rentrer avec lui, on s'est mis ensemble, on s'est mariés, il a changé après le mariage. Et puis il y a ce truc de je veux retourner en Thaïlande, mais comment ça va se passer? Je vais faire une décompensation en allant là-bas, tu vois. Donc 2020 je divorce, ça dure pas très longtemps, j'enterre mon père.
fin 2020 du Covid. Donc moi, le Covid, c'est vraiment le cauchemar de ma vie. Et donc 2021, je suis très malade. Beaucoup d'arrêts maladie, je perds mon logement, sa femme m'enlève le logement, etc. 2022, je me relève. Formation en copywriting, formation en no-code, je reprends les déterminés et je commence à préparer 2023. Et il y a un truc dans ma tête, c'est tu dois retourner en Thaïlande pour guérir. Parce que tu dois faire. En fait, tu te rappelles des bouquins qu'on avait quand on était plus jeune. Et en fait, tu commences à lire la première page et ça te dit si tu choisis cette partie de l'histoire, tu dois aller à la page 29. Si tu choisis cette partie de l'histoire, tu dois aller à la page 35. Alors moi, j'ai jamais eu ça de ma vie, mais j'aurais kiffé, tu vois. Mais ça existe encore, ça s'appelle le livre des héros. Ok. Et en fait, tu choisis la poursuite de ton histoire selon le paragraphe que tu choisis. D'accord. Donc il te dit si tu choisis c'est comme les Seasons. Si tu choisis de vivre à tel endroit et tu choisis telle vie, tu dois aller à telle page. Et en fait, l'histoire change selon ton choix. Ben moi, dans ma tête, c'était je veux retourner en décembre 2019, mais je veux pas faire le même choix. Ok. Tu vois? En fait, je vais y retourner pour faire comme si j'étais revenu en 2019. J'annule les 3 dernières années. En fait, tu sais, c'est comme si tu jouais à un jeu vidéo et tu recommençais à... Exactement. Okay, et en fait, ça, c'est ma psy qui me dit, tu retournes pas en Thaïlande, tu retournes en 2019. Tu vois? Ah ouais. Tu vois? D'accord. C'est totalement différent, là. Et moi, je pleure à ce moment-là parce que 2019, mon père est encore vivant. Ah ouais. Et en 2019, j'envoie des photos, tu vois? Donc tu retournes en 2019, tu ne te maries pas avec cet homme et ton père est encore vivant. Tu dois savoir que quand tu vas partir là-bas, il sera plus vivant, tu vois. Donc j'y retourne et je fais une décompensation. Crise de pleurs, je dors pas, insomnie, etc. Et c'est en plein dans l'anniversaire de la mort de mon père, tu vois. Donc là-bas, je suis dans une espèce de... Je vais être très... je vais chercher... Je mets les mains dans ma merde, dans mon caca. Ouais. J'y vais vraiment en mode... Ok, mais c'est là-bas que je dois le faire. Et du coup, mon ex-mari débarque. Il était au courant, lui? Et il a appelé l'hôtel pour savoir s'il y avait une chambre et elle lui a dit que j'étais là. Et donc du coup, il est venu, il savait que j'étais là, il a pris un autre hôtel, mais du coup, je le croise là-bas dans la rue et en fait, c'était la pire et la meilleure chose qui pouvait m'arriver parce que j'ai guéri de lui pendant 2 ans. Mais en fait, comment tu sais que t'as guéri de quelqu'un si tu le recroises pas? Ouais. Tu vois? Ouais. Comment tu sais que t'as guéri d'une situation comment tu sais que tu t'as plus peur de monter à cheval si tu remontes pas? Ouais. Et donc je me dis, c'est le pire truc qui peut m'arriver parce que je veux guérir et en même temps je me dis, Dieu est grand, il est le meilleur des planificateurs, il l'a envoyé là-bas pour que je me confronte à lui, les yeux dans les yeux et que je lui dise, c'est terminé, tu vois. Et donc lui il m'interpelle dans la rue en me disant, je suis désolée de ce que je t'ai fait, pardon, je te respecte, et je le regarde et je lui dis, la rue est grande. Fais ton sport, fais ce que t'as à faire. Arrête de te cacher parce que je sais que tu te caches, mais je sais que t'es là. Et moi, j'étais en scout à ce moment-là, j'allais très bien, tu vois. Et je lui dis, t'inquiète pas, je suis pas seule et je vais bien. Parce qu'à ce moment-là, j'ai un ami qui me rejoint, tu vois, et je me sens protégée. Ok. Tu vois. Et en fait, s'il était pas venu, cet ami-là, j'aurais pas eu ce soutien, tu vois. Enfin, en fait, c'est la Thaïlande et c'est cette personne-là qui m'a rejoint qui fait que j'ai eu comme ça ce garde-fou de t'inquiète pas, s'il se passe un truc, je suis là. Et donc, je vois, la Thaïlande a été d'abord une révélation de qui je suis vraiment et du fait qu'ici, je suis pas vraiment moi, je le sais. Okay. Même si c'est une part de moi, c'est la part douloureuse, la France. Tu vois, c'est la part pas libertaire, c'est la part... Et donc, il y a cette révélation et ensuite, il y a le truc de, encore une fois, pour avoir ta liberté, pour guérir, cet endroit te sert ça, tu vois. Et je rentre de Thaïlande, tout a changé pour moi là. Tu vois, là j'ai le livre Kilomètre Zéro devant les yeux que Jihad m'a prêté, dont tu parlais. Pour moi, c'est maintenant mon kilomètre zéro. Okay. Il y a quelque chose que je ressens comme ça. Et j'aimerais y retourner juste une 3e fois. Donc j'y vais cet été si tout va bien, peut-être au mois d'août. Et j'ai besoin de fermer un chapitre parce que ma vie perso avant, c'est que je me marie bientôt. Et j'ai besoin de clôturer les douleurs passées et ça passe par tu vas prendre un peu de temps off là-bas et tu vois et c'est comme si je laissais ça là-bas derrière moi. Être en paix, quoi. Question d'apaisement. Ouais, il y a quelque chose il manque un tout petit temps. Là, il me manque un tout petit temps, il faut que j'y aille et fermer le truc sans que lui soit là-bas. OK, je vois. Voilà. Jeanne, j'ai 3 dernières questions pour toi. Allez. J'ai juste besoin de connaître la définition pour toi du mot mourir. J'essaie toujours de faire attention à ce qui me vient en premier quand on me pose une question et de pas altérer ma première pensée. Et quand tu m'as dit ça, j'ai pensé à renaître. Pour moi, la mort avant était une peur.
Ensuite, elle a été une solution. J'étais à la recherche de ça, vraiment. Je me mettais en danger, hein, vraiment. Et aujourd'hui, elle est... j'ai l'impression que je vis avec. J'ai l'impression qu'elle est à côté de moi, tu vois. Et j'ai un rapport à la mort qui est différent des gens. Et j'en parle tout le temps, tu vois, sur mes stories. C'est ce qui me ramène tout le temps à la vie. C'est ce qui me ramène à ma réalité, c'est que je me dis, ok, à tout moment tu peux mourir. La définition a changé le jour où j'ai enterré mon père. Et pour moi, elle est renaître parce qu'elle est le revoir. Voilà comment je vois la mort aujourd'hui. Merci. À chaque fin d'épisode, j'essaie tant bien que mal de faire un parallèle avec les cultures urbaines. Ouais. Pour toi, j'ai plus une histoire. Est-ce que tu connais, alors désolé pour la prononciation, mais Longji Bhuyan? Non. Alors c'est un homme qui a consacré 30 ans de sa vie à l'élaboration d'un canal pour son village. En fait, il a creusé, je crois avec une pelle, un canal qui allait de son village jusqu'à l'eau pour justement nourrir son village. Il s'est inspiré d'un autre paysan qui est indien, qui avait 22 ans et qui s'appelait Dashrat Manj. Pendant ces 22 années, il a construit une route en coupant la montagne en deux à l'aide d'un marteau et d'un burin. Tu vois? Et le point commun, c'est que entre les deux, c'est que tout le monde les traitait de fous. Les villageois, etc. Vraiment, il les traitait de fous. Et regarde, 30 ans après, il y a un canal qui déverse de l'eau directement dans le village et ça rend les habitants tellement ravis. Donc le mec, tu te rends compte que de fou, il est passé à héros du village. Pour le remercier, les habitants lui ont acheté un tracteur. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est aujourd'hui à toi, JN, où est-ce qu'il est ton canal? Est-ce qu'il y a de l'eau qui passe? J'aime beaucoup cette histoire, ces histoires, et j'ai souri au moment où t'as parlé de fou, parce qu'on m'a traité de folle toute ma vie. Et moi, je pense que les fous sont en avance. Mon canal, il est vertical. Okay. Il est vertical et ça ne tient qu'à moi que ce soit plus fluide parce que en vérité si je veux aider les autres, si je veux que l'eau arrive aux autres, j'ai d'abord besoin de me ressourcer moi-même, tu vois. Et je pense que notre réponse, elle est toujours là. Des fois c'est fluide, des fois ça l'est moins. On sort d'un mois de Ramadan, tu vois. Ouais. Et quand je dis vertical, je pense que tu m'as compris, hein, c'est ma colonne vertébrale religieuse. Est-ce que l'eau passe plus qu'avant, mais pas assez? Top. Dernière question pour toi. Et c'est marrant parce que t'as mis la musique dans un de tes articles. L'énigme marron. Le bilan. Voilà. Si tu devais faire le bilan. Le bilan de quoi? De soit tout ce que tu viens de dire ou de ton parcours ou encore une fois la question est ouverte. Ouais. Si je devais faire le bilan, je pense que je ferais les choses comme elles sont arrivées. Je changerais rien parce que j'arrive à prendre assez de recul maintenant pour comprendre exactement pourquoi tel domino a poussé tel domino qui a poussé tel domino. Parce que je pense qu'on est nous-mêmes des dominos, tu vois. Et cet échange qu'on vient d'avoir aujourd'hui va sûrement réveiller des choses chez moi pour les prochains jours parce que ça devait avoir lieu et je suis sûre que chez toi aussi. Ouais. Donc je pense que tu sais, c'est comme le truc sur Instagram avec les puzzles là qui rentrent dans les trous parfaitement et on te dit en fait oui. c'est Dieu qui planifie ça, tu vois. Ouais. Et moi je pense que c'est vraiment, j'ai appris que chaque petit truc et chaque gros truc qui t'arrive, un, t'en es responsable et deux, c'est fait pour quelque chose. Tu sauras pas maintenant. Mais comme disait Steve Jobs, eventually all the dots connect. Éventuellement, tout va se connecter. Moi, le bilan pour moi, c'est ça, c'est que je commence à voir les choses se connecter. Des choses qui, tu vois, sont arrivées il y a 4-5 ans. Je vois pourquoi aujourd'hui. Et ma deuxième partie de bilan, c'est, j'ai commencé à vraiment vivre et à apprécier la vie quand j'ai commencé à être complètement authentique. Et tu vois, je te parle d'overdose, je te parle de problématiques familiales, je pense que, et je dis toujours, tu parlais de mort, on va tous mourir. Personne part avec un portefeuille, avec un coffre-fort, avec une carte bleue. Personne va avoir son profil LinkedIn inscrit sur sa tombe. Ce qui reste, c'est ce qu'on a ressenti de toi. C'est ce que tu as apporté aux gens. Et en fait, si on continue d'être faux, il y aura toujours du chaos dans ce monde.
Et la seule chose que je veux retenir de ma vie, c'est que quand je meurs, les gens disent, et que eux-mêmes fassent le bilan, c'était quelqu'un d'authentique et de sincère, et elle a aidé les gens qu'elle a pu aider. Et juste merci. Merci à toi, Jeanne. Si je devais résumer ça, force à toutes les personnes qui font en sorte d'aller mieux. Je dédie ce podcast à toutes ces personnes-là, mais aussi à une personne en particulier, elle se reconnaîtra si elle écoute. Je pense qu'il y a pire que de mourir, c'est de mourir alors qu'on est encore en vie. Axiom.